qu'on est à Haïti. On est en 1804 et après 13 années de lutte acharnée, les esclaves insurgés de Saint-Domingue, menés par des figures emblématiques comme Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines, triomphe de l'armée napoléonienne. Rien que ça. Le 1er janvier, Dessalines proclame l'indépendance de la première république noire au monde, rebaptisée Haïti, c'est l'ancien nom de l'île. Et cette Antainos, victoire, hein, pardon. Excuse-moi, pardon. Pardon. bah bien sûr, mais donne ton expertise, tu es là pour ça. Et cette victoire, elle marque la fin du premier État esclavagiste colonial et surtout l'avènement d'une nation libre née d'une révolution anticoloniale. Et ça, c'est sans précédent à cette époque-là. Mais voilà, 21 ans plus tard, après son indépendance, Haïti est contraint, sous la menace d'une intervention militaire française, d'accepter une indemnité, 150 millions de francs or, qui ont été imposés par le roi de France de l'époque. Une rançon de l'indépendance, finalement, qui a été destinée à compenser les anciens colons pour la perte de leurs biens, sachant que les biens, c'était à la fois des objets, des terres et des personnes, c'est-à-dire des esclaves, des plantations cultivées par ces mêmes esclaves, ce qui plonge le jeune État dans une spirale d'endettement et de pauvreté qui finalement perdure encore aujourd'hui. Dernier bond dans le temps, on est aujourd'hui, et nous sommes en 2025, et à l'occasion du bicentenaire de cet accord, qui manque franchement d'équité, on peut le dire, le président français Emmanuel Macron reconnaît publiquement l'injustice historique de cette dette imposée à Haïti. Il annonce la création d'une commission franco-haïtienne chargée d'examiner les effets de cette double dette sur le développement du pays et de formuler des recommandations. Est-ce que j'ai bien expliqué? Oui, oui, très bien, parfait. Super. Bon, eh ben, écoute, j'ai des questions pour toi. Bon, déjà, on a parlé de francs or. En termes d'aujourd'hui, c'est combien cette dette? Est-ce qu'on peut la Alors, quantifier? il y a 2 choses. Il y a la dette en elle-même, c'est-à-dire ce qu'on a exigé d'Haïti, ces Mm. fameux 150 millions de francs or, ça correspond aujourd'hui à 560 millions d'euros. C'est énorme. Voilà. Ce n'est qu'une toute petite partie. Parce que ensuite, non seulement on a imposé cette dette d'Haïti, mais on leur a imposé une double dette. Parce qu'évidemment, Haïti n'avait pas les moyens de payer ça. Je crois que c'était 10 fois leur budget annuel. Donc on leur a dit, ok, très bien, on va faire des annuités, vous allez payer en 5 fois, vous allez payer 30 millions de francs or à chaque fois sur, je sais pas, 10, 15 ans. Et pour ce faire, vous allez contracter un emprunt. Et pour l'emprunt, monsieur, j'ai la solution toute faite, c'est que vous allez le prendre auprès des banques françaises. Mhm. Voilà, donc, C'est la bonne idée. voilà, donc en fait, non seulement on a extorqué de l'argent au niveau moral, je veux dire, pour que des anciens esclaves remboursent des anciens colons. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça paraît mais choquant, absolument choquant. Il faut savoir que c'était la position défendue à l'époque, y compris par les abolitionnistes français du type Victor Schœlcher. Donc, quand on dit Victor Schœlcher, machin, Victor Schœlcher considérait qu'il fallait rembourser les colons, les propriétaires d'esclaves. Voilà. Donc, bon, mais en tout cas, à l'époque, il fallait calculer tout ça, combien ça représente, ensuite les distribuer, parce qu'il y avait environ 8000 personnes, enfin familles, qui ont bénéficié. C'est des grandes familles du capitalisme français. Le capitalisme français est fondé sur le colonialisme, l'esclavage et cette exploitation-là. Un petit exemple, par exemple, parmi les bénéficiaires de cette indemnisation, il y avait une certaine grande famille qui s'appelle les De Laborde. Tout ça, ça affleure l'ancien régime quand même, ou la noblesse d'Empire. Alexandre de Laborde et l'ascendant lointain, mais pas tant que ça, du baron Ernest Antoine Sellière, l'ancien président du MEDEF. Donc on voit quoi, à quel point tout ça est lié. C'est-à-dire aujourd'hui, pareil, dans les grands financiers, les grandes familles de banquiers français, beaucoup ont bénéficié étaient esclavagistes et ont bénéficié de cette indemnisation. Pour Haïti, c'est donc une double dette parce qu'ils ont à la fois l'indemnité à rembourser, mais surtout les intérêts, 6%. 6%, c'est énorme sur des sommes comme ça. Et puis, il y a aussi la troisième chose, c'est le sous-développement induit, c'est-à-dire comment, bah, du coup, ça a complètement vidé les caisses et Haïti a jamais pu développer quoi que ce soit, infrastructures, hôpitaux, routes, système de santé, système d'éducation, et puis institutions politiques aussi. Donc, alors certes, c'était il y a 200 ans, mais en fait, c'est un sujet absolument actuel. On ne peut pas comprendre aujourd'hui la situation d'Haïti, qui est multifactorielle bien sûr, mais en tout cas, si on ne prend pas en compte ce sujet-là.
Il faut aussi dire qu'un pays de 200 ans, finalement, est relativement jeune. Oui, bien sûr, Oui, ouais. oui, oui. J'ai aussi une autre question avant de prendre celle du chat. Le chat, c'est maintenant si vous avez des petites questions de télé comme ça et on aura bien le temps de développer, de vous répondre voilà, Cette d'étoffer. question. Tu aimes bien Ouais. cette question? Oui, Il y oui, en a alors c'est une. pas une question, mais Ils ça, sont passés d'une emprise physique à une emprise ouais, c'est financière. le principe du néocolonialisme. C'est fait. Voilà, c'est dit. C'est ça. Ben, vu qu'on peut plus maîtriser militairement, politiquement, et ben, on va le faire oui, par la Par propriété, l'argent. par exemple, ouais, ou des choses comme ça, ou par le financier, oui, c'est exactement ça. Mm. Bon, moi, je suis née en 95. On m'a toujours expliqué à l'école que Haïti, c'était un petit peu un pays maudit. Pas de chance, des gangs partout, pas d'infrastructures, comme tu le disais, des catastrophes climatiques à tout va, de la pauvreté. Mais toi, tu irais jusqu'à dire que les racines de ce mal se trouvent dans la colonisation? Alors, oui, ben, on va essayer de faire l'ensemble des choses, parce qu'il ne faut pas exonérer aussi la classe politique haïtienne. La colonisation, l'esclavage, la double dette. Voilà, ça c'est vraiment l'élément fondateur qui a condamné. Il faut savoir juste les derniers intérêts de la double dette sont remboursés en 1952. Donc c'est, enfin, je veux dire, c'est hier quoi. C'est pas un truc qui a duré du 19e siècle, machin. C'est encore aujourd'hui l'émergence de l'État moderne d'Haïti quoi. Euh, donc tout ça c'est lié, oui, colonisation, esclavage, double dette, etc. Et ensuite, déjà en 1825, quand le président haïtien qui s'appelait Jean-Pierre Boyer accepte le diktat, alors certes il l'accepte parce qu'il y a quand même 500 canons devant sa ville, donc devant la capitale, donc on Oui, peut le parce que comprendre. oui, et il y avait une vraie menace Oui, militaire oui, au bien moment sûr, de une la menace mise en militaire. place de cette dette. Mais il le fait aussi parce que ça l'arrange. Parce que les anciennes plantations ont été reprises par la classe dirigeante haïtienne, des grands qui sont institués, hein, bien sûr. Et c'est eux, ça leur assurait le fait que la France reconnaisse l'indépendance en échange de l'indemnité. Ça leur assurait déjà d'être reconnus. Ils avaient besoin d'être reconnus. Parce que Haïti n'était pas un État qui était reconnu encore. C'était la première république noire libre au monde, mais elle n'était pas reconnue, comme je disais, par les États-Unis, par l'ensemble de l'Occident, et puis la plupart des autres pays. euh, à l'époque, c'était pas des États constitués. On est quand même en 1804. Donc la reconnaissance de la France, c'est politiquement indispensable pour eux, diplomatiquement indispensable. Et en plus, ça a l'avantage d'entériner les titres de propriété. Ça, je l'ai mis dans le papier jeudi dernier. C'est assez important ça, parce que la classe politique haïtienne est une classe de dominants capitalistes qui a tiré bénéfice de cette propriété assurée. Et aujourd'hui, on retrouve encore ces choses-là. Par exemple, la classe dirigeante haïtienne, elle est intimement liée aux gangs. Elle est corrompue à n'en plus pouvoir. Et il faut savoir que on va dire que chaque gang est lié en général à une famille ou un homme politique. Donc, cette espèce de marigot là qu'on a entre, donc c'est hérité de la colonisation des plantations, mais c'est aussi, on va dire, une classe dirigeante qui est, alors aujourd'hui on dirait corrompue, c'est le cas, mais voilà. Et plus, si on ajoute à ça en plus les ingérences américaines et françaises qui ont toujours pensé que Haïti était leur arrière-cour et que c'était à eux de décider. Voilà. Juste un détail, en 2003, Jean-Bertrand Aristide, le président de l'époque, demande réparation. Il enjoint la France à rembourser et l'année d'après, il est débarqué. Alors certes, les Haïtiens contestaient, mais c'est les Américains qui l'ont mis dans l'avion et les Français qui lui ont dit de démissionner. Hmm. Donc c'est pareil, c'était il y a 22 ans encore. C'est pas du 19e C'est tout siècle. jeune. C'était Voilà. sous quel président français? 22 C'était ans. Chirac encore. C'était Chirac. Oui, de toute façon, quels que soient les présidents, il y a comment dire, la politique. La politique, on va dire, coloniale et diplomatique française perdure, hein. Il y a un bouquin qui vient de sortir sur Mitterrand et l'Afrique, là, que je vous conseille, est très intéressant, qui s'appelle Le dernier empereur d'Afrique. C'est sur la persistance de la France-Afrique sous Mitterrand. Donc, par exemple, alors qu'il y avait énormément d'attentes quand la gauche est arrivée au pouvoir à l'époque, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. On nous demande quelles seraient les solutions actuelles.
Alors, ça, j'en ai parlé du coup, notamment avec des Haïtiens, et notamment, il y a une grande historienne qui s'appelle, Gusty Clara Gaillard, qui est une historienne de l'université d'État d'Haïti, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Et il y a 3 ans, le New York Times a fait une série d'enquêtes en 2022, qui s'appuie sur les travaux des historiens. Tout est passé par la Caisse des dépôts et consignations, hein, la fameuse CDC française, donc tout l'argent est passé là-dedans, par là, avant d'être distribué, etc. Euh, Selon une enquête de nombreux historiens et qui a été relayée donc par le New York Times, il y avait eu un peu de retentissement à l'époque, mais pas beaucoup. Ce serait aujourd'hui entre 20 et 100 milliards d'euros. Voilà, on se rend bien compte que là, alors déjà Bayrou nous fait le coup de l'austérité, mais alors là, il s'arrache les jeux. Bon, évidemment, il ne s'agit pas d'arriver comme ça en disant tiens, on vous file 50 milliards. C'est pour ça que l'approche de Macron, d'ailleurs, et celle qui a été demandée par les Haïtiens eux-mêmes, c'est d'abord de mettre en place une commission mémorielle sur le modèle de ce qui a été fait pour le Rwanda avec la commission Duclerc, pour l'Algérie avec la commission Stora, dont on sait d'ailleurs qu'elle a des difficultés étant donné la crise diplomatique, mais ça c'est un autre problème. Et puis la Ça troisième aussi, on en chose, parlera dans l'émission. voilà. Et puis le troisième pays, c'est ben, le rapport oui, sous la direction de Karine Ramondi sur le Cameroun. Pour la première fois, il y a eu toute. Je ne sais pas si vous avez lu ce rapport. Il est sorti il y a 2 mois. Il faudrait que j'y travaille, mais je n'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Il est énorme en plus, c'est une somme absolue. Donc voilà, ce sera ce boulot-là. C'est ce qui est demandé par les Haïtiens eux-mêmes. Ensuite, on verra. Quelles seront les recommandations des historiens. On peut imaginer une forme oui, d'aide financière sur des projets de coopération. Quand je vois une aide financière au développement, ça peut prendre cette forme-là, bien sûr. Ouais. Et puis, on peut dire que ben, chaque année, pendant 50 ans, on aide Haïti sur le développement de l'ensemble de ses infrastructures et de la mise en place de ses institutions à hauteur de, je sais pas moi, j'en sais rien, je dis 500 millions d'euros par an, ça me paraît pas complètement délirant vu le budget de la France. Voilà. Oui, mais parlons français, parce qu'on est entre nous. La France a-t-elle un problème avec son passé colonial et avec la notion de néocolonialisme? Bah oui, ça me paraît évident. Et est-ce que c'est politiquement faisable d'assumer une main tendue vers Haïti à l'heure où on a un peu l'impression politiquement que tous les anciens pays Mm. colonisés doivent à la France maintes et maintes choses? Ben, c'est une bonne question. C'est d'ailleurs, en fait, ça fait partie des questions que j'avais posées à Jean-Marc Ayrault dans le journal de jeudi. Donc Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre socialiste, qui est maintenant il est président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc lui, il pousse énormément dans ce sens. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit dans cette période, alors à chaque fois, par rapport aux autres pays des anciennes colonies françaises, et puis par rapport à la période aussi, où on se dit, oui, bon, c'est peut-être pas le, euh, il y a une espèce tu disais, de problème sur l'identité, la colonisation. On le voit à quel point parler de ce que la France a fait en Algérie, c'est problématique, etc., etc. Cela dit, il y a des avancées, petit à petit. Je voyais quelqu'un qui disait c'est incroyable, Macron a fait quelque chose de bien. Sur le côté mémoriel, il est en général plutôt assez progressiste. Mais il le fait pas tout seul, il le fait parce que derrière, il y a des gens qui poussent, parce qu'il y a une diplomatie, parce qu'effectivement, les Haïtiens et le pouvoir haïtien, encore Leslie Voltaire qui est venu en janvier, donc président du Conseil de transition, alors maintenant il a changé, mais il en a de nouveau, il en a parlé, et puis le sujet, en fait, petit à petit s'impose, et c'est à ça que ça sert les médias. C'est aussi à imposer petit à petit, et les historiens bien sûr, un sujet dans le débat public. Donc Macron l'a reconnu parce que là, il s'est dit que c'était l'occasion, mais parce que le débat s'est imposé dans le débat public. Voilà, la question s'est imposée dans le débat public. Est-ce que tu te souviens de la vidéo d'Emmanuel Macron qui parlait justement des gangs à Haïti, où il avait eu une Oui, sortie oui, 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 bien sûr. Il dit c'est des cons, oui, bien sûr. Ouais. Les Haïtiens sont cons s'ils acceptent ça. Mais en fait, Est-ce que c'est pas une façon de se racheter après, on va dire, un déplacement un peu non, je pense que ça, compliqué? c'est typiquement ça, c'est son caractère. C'est-à-dire que il est capable d'être. À mon avis, c'est foncièrement un sale type parfois, quoi, qui est capable d'insulter les gens. Toute une population comme ça. On se rappelle sur les Comoriens avec les Kwassa Kwassa à faire des blagues.
Voilà, il a un hubris qui est quand même problématique, ça c'est clair. Après, je pense pas que ce soit, qu'il cherche à se rattraper. Voilà, c'est vraiment comme je le dis, il est conscient d'abord du problème, de cette question de la dette d'Haïti, depuis longtemps parce qu'elle tourne chez les elle était pas très connue du grand public, mais elle existait beaucoup dans la diplomatie et chez les gens qui se battent contre le colonialisme, quoi. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle un whip-in à la vidéo de Luma, d'essayer on va dire, d'élargir un petit peu un sujet au-delà. Mais tu me parles de la Caraïbe et en ce moment, il y avait eu des grands mouvements en Martinique. L'idée, ça reste ça, c'est qu'on paye plus cher pour payer à des descendants de colons. C'est très installé dans la Caraïbe. On ne peut pas comparer forcément avec Haïti. Mais voilà, on a des taxes dans les outre-mer françaises, qui sont des départements français, Mmh. euh, où finalement on continue à payer la dette de cette colonisation. Bah, oui, effectivement, on dit souvent que ça coûte cher, d'avoir un empire, mais oui, ça coûte cher d'avoir un empire colonial. On le sait pourquoi on le fait, hein. Je veux dire, que ce soit dans le Pacifique, notamment ou à Mayotte. À Mayotte, il y a une base militaire, hein. Enfin, c'est une question de puissance, militaire, de puissance, stratégique, qui est assumée d'ailleurs, Alors, pour revenir à la question de la Martinique et de la Guadeloupe, évidemment qu'il y a énormément de points communs avec Haïti, si bien sûr il y a 200 ans de divergence d'histoire, mais la base historique est la même. Et d'ailleurs, culturellement, Haïti est le phare des Antilles, quoi. Je veux dire, dans la musique, dans les idées, c'est c'est vraiment Haïti qui est le. Puis surtout, ils se sont libérés, quoi. Ils ont. Et c'est quand même, je sais plus combien, mais je crois que c'est 100 000 morts, des esclaves haïtiens, qui sont morts à l'époque, en 13 ans, contre Napoléon notamment. Donc, ils ont gagné leur liberté par le sang, et ça, c'est respecté partout, dans tous les endroits où il y a eu de l'esclavage. Et comme de l'esclavage, on sait très bien qu'il y en a eu dans quasiment toutes les Antilles, ben, notamment en Guadeloupe et en Martinique pour la France. Bien sûr, il y a cette Ouais, question-là, ouais. tout whipping, tout mélanger, tout mettre sur le même plan, être hors sujet. Bah, finalement, c'était pas si hors sujet vu que tu as tout mis en lien. On m'a demandé ce que ça voulait Je dire, connaissais whipping. même pas l'expression, non Ah, plus, bah voilà. voilà, mais tu vois, Ouais, je suis un peu, on l'utilise beaucoup à la je suis vidéo. trop vieux, moi. Je vous ai mis la carte, j'ai pas pensé à vous situer ce dont on parlait. Mmh. Donc là, vous voyez, il y a les États-Unis, vous avez l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Vous avez cette île qui est Cuba. Haïti n'est pas une île. C'est vrai que j'entends beaucoup Non, ça en ce voilà, c'est pas moment. une île, ouais. Haïti n'est pas une île. Vous C'est avez cette Saint-Domingue. île Mmh. qui est séparée entre la République dominicaine et Mmh. Haïti. Et vous avez, du coup, pas trop loin, la Martinique. L'arc caribéen. C'est ça. Et la Guadeloupe. Qui est un endroit, franchement, alors moi en plus j'ai des amis, j'y suis allé et tout, à la fois pour la culture, pour, l'histoire, pour la bouffe, pour la musique. Ça Oui, marche aussi, c'est hein. l'art caribéen et béni de, on va dire que c'est un endroit de cette terre qui est vraiment, magnifique. Juste Tu es déjà allé Haïti, à Haïti? non, Ouais. j'aimerais bien là, mais c'est Bientôt, un peu bientôt. compliqué évidemment, Ouais. même pour les Haïtiens, c'est compliqué, donc on va voir. Donc Haïti, c'est un mot qui vient du taïno, de l'ancien peuple qui a été remplacé par les esclaves qu'on a apportés, de la même façon qu'en Guadeloupe et en Martinique, c'était, des Kalinago ou Arawak, qui étaient tout ça, les Arawaks étaient l'ensemble de ces peuples-là, qui ont été intégralement, remplacés par les esclaves venus d'Afrique. Mais il y a quand même, quelques échanges génétiques, et par exemple à la Dominique, alors pas en République dominicaine, à la Dominique, qui est l'île entre la Guadeloupe et la Martinique, il y a encore des communautés, Kalinago, On va trouver la Dominique. là, en dessous de la Guadeloupe. Ici, là. Voilà, quand on prend le bateau, on passe à côté et on voit, alors c'est très peu peuplé, hein, la Dominique, mais il y a encore, au nord là-bas, des communautés de peuples originels, de peuples autochtones avant l'arrivée des esclaves. Mais aujourd'hui, dans la génétique, maintenant avec la génétique, on a fait énormément d'avancées. On sait que dans la génétique des peuples, des populations, guadeloupéennes, martiniquaises, etc., il y a encore des gènes, venus du taïno, Je vous donne la du définition kalinago d'autochtone. plutôt. J'ai toujours peur de perdre des gens. Voilà, je ne sais pas quel est
votre rapport à l'actualité internationale, etc., autochtone, finalement, c'est un peuple qui n'a pas été déplacé de son origine très, très récemment. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si c'est assez clair pour vous, si vous avez besoin de plus de vulgarisation, si au contraire vous voulez aller plus en profondeur, si vous avez des questions qui sont plus pointues, plus Hmm. précises. Nous, on s'adapte à ce Juste que une vous voulez. question là, Taino, Arawak, Kalinago ont été exterminés en 50 ans. Alors ils ont été beaucoup exterminés, mais surtout c'est pas tant des massacres que que les chocs épidémiques. Que ce soit dans le Pacifique ou que ce soit dans les Antilles, et évidemment en Amérique du Sud, on pense que c'est entre 80 et aujourd'hui les travaux des historiens, c'est entre 80 et 90% de la population qui disparaît d'abord par les chocs épidémiques, Hmm. par les maladies. Ouais. On nous dit aussi Haïti, c'est très dangereux quand même, et puis Oui, mine l'aéroport est d'argent. fermé, il me semble. Oui, 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 c'est extrêmement dangereux, même les Haïtiens eux-mêmes. Là, j'avais justement j'avais Lionel Trouillot il y a 2 semaines au téléphone, qui est un grand écrivain haïtien, qui me disait, à qui j'avais sollicité une tribune aussi pour le journal, et il m'a dit: «Là, c'est compliqué, j'ai pas la tête à ça, on peut même pas sortir, on peut même pas remplir ses obligations de base». Voilà, donc là, je voyais ce matin que oui, environ 80% de la capitale est sous l'emprise des gangs. Ben ouais, il y a plus d'institutions, il y a plus d'État, hein. Et puis la police elle-même est corrompue. En fait, c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir une police républicaine et institutionnelle. C'est important. On le voit par exemple avec Haïti, qui est un bon exemple. On nous dit la police est un gang. Ouais, un peu plus compliqué que Corrompu, ouais, ça, parce ouais. que voilà, en fait, certains officiers surtout. Le policier de base, non, parce que lui, il prend des risques pour un salaire de misère. Mais oui, par contre, dans les commissaires, oui, il y en a qui sont liés, qui connaissent. C'est petit, hein, Haïti, hein, tout le monde, on se connaît vite, hein. Ouais. Insulaire au sens propre. Bon, si le chat, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Moi, je vais avoir une question pour Clore derrière, sur ce sujet qui était important. Et encore une fois, on vous incite à aller lire les papiers de l'UMA sur cette reconnaissance de double dette haïtienne et surtout ce qui pourrait en découler. Pour l'instant, Emmanuel Macron en parle. C'est le début du chemin. Il a mis en place la commission d'historiens, donc qui sera présidée par Yves Saint-Jour, qui est un historien français, et par donc justement Gusty Clara Gaillard-Pourchet, qui est l'historienne que j'ai interviewée pour le papier que j'ai fait la semaine dernière. Hmm. On peut pas tout de suite savoir si ça va donner quelque chose. Il y a eu des commissions par le passé. Est-ce que ça a découlé sur une reconnaissance autre que symbolique? Pensez à l'Algérie, par exemple. Est-ce que ça peut vraiment découler sur quelque chose de concret? Ben, on verra bien, mais c'est pas du tout impossible puisque ce seront, alors pas que les historiens d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des gens de la société civile, et c'est très important que justement, que s'il y a un remboursement ou en tout cas une aide et tout, que ça passe pas, par la classe dirigeante haïtienne. Encore une fois, ça doit être des projets avec la société civile, haïtienne, et que ça passe, par, ceux qui sont les principaux concernés, c'est-à-dire le peuple haïtien et pas, sa classe dirigeante, corrompue. Voilà, je le redis encore une fois, mais ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, ben, faudra voir quelle forme ça peut prendre. Mais moi, franchement, pour le coup, quand j'ai demandé ça à Jean-Marc Ayrault l'autre fois, il me disait: «Pour une fois, ce serait bien de ne pas avoir une approche paternaliste, néocoloniale, et juste de demander aux Haïtiens ce qu'ils en pensent». Et donc de faire une commission d'historiens et de société civile, pas que d'historiens, il va y avoir des sociologues, machin, tout ça, qui va vraiment travailler sur le sujet. Et puis, la reconnaissance, là, est un premier pas. On verra dans 2, 3, 5 ans.